Il y a 155 millions d'années, la Terre était un véritable enfer, l'une des pires époques à explorer pour un humain. Vous vous seriez retrouvé au beau milieu du Jurassique supérieur, une période marquée par une abondance de sauropodes, mais surtout de théropodes. De nombreux écosystèmes à travers la planète semblaient abriter pléthore de théropodes prédateurs géants et de sauropodes colossaux. Or, parmi tous ces environnements, l'exemple le plus extrême fut sans doute la formation Morrison, ce qui se rapprochait le plus d'un véritable Jurassic Park. En plus de conditions climatiques difficiles marquées par des méga sécheresses, c'est là qu'on pouvait trouver des tonnes de théropodes de toute taille, ainsi que plus d'une trentaine d'espèces de sauropodes, la grande majorité pesant bien plus qu'un éléphant d'Afrique. Bref, il ne fait aucun doute que le Jurassique supérieur était dominé par les dinosaures géants. Toutefois, ce n'est que partiellement vrai, car l'un des animaux les plus prospères et les plus coriaces n'était pas un sauropode ou un théropode, mais un simple herbivore de taille moyenne. Enfin, pour un dinosaure. Il serait même le seul dinosaure dont on ait la preuve qu'il tua un Allosaurus adulte. Voici le seul, l'unique, Stegosaurus. À moins de vivre dans une grotte, vous avez sans doute déjà entendu parler du Stegosaurus, l'un des 10 dinosaures les plus connus. Et, à juste titre, celui-ci ayant une apparence vraiment unique. Cela sauta même aux yeux des paléontologues l'ayant découvert il y a 150 ans, ceux-ci quand ils trouvèrent d'étranges plaques fossilisées, des vertèbres et des os post-crâniens dans l'état du Colorado. Cependant, même s'ils savaient qu'ils avaient fait une découverte exceptionnelle, ils étaient complètement à côté de la plaque au début. Initialement, Othniel Marsh, le scientifique l'ayant décrit à l'époque, pensait que Stegosaurus était une sorte de gigantesque lézard tortue aquatique dont les plaques formaient un toit se chevauchant sur son dos. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il fut nommé Stegosaurus, ce qui signifie lézard à toit. Heureusement, peu après la découverte originale, des spécimens mieux conservés furent sortis du sol. Mais ces nouvelles trouvailles eurent quand même lieu à une époque où la paléontologie n'était pas encore très précise, ce qui mena à d'autres interprétations légèrement inexactes, dont une proposant qu'il était un animal bipède et avait des épines sur le dos plutôt que sur la queue. Au même moment, d'autres os de dinosaures furent aussi retrouvés autour de l'holotype, appartenant notamment à Allosaurus et au Diplodocus, ce qui ne fit qu'ajouter à la confusion, certains pensant que ces os appartenaient au Stegosaurus. Cependant, tout rentra plus ou moins dans l'ordre quand un squelette presque parfait fut exhumé. Cela aida à dissiper toute ambiguïté sur l'agencement global des os, menant aux premières reconstitutions ressemblant à celles d'aujourd'hui. Au fil des décennies, les reconstructions devinrent de plus en plus précises, à mesure qu'on en apprenait toujours plus sur Stegosaurus. Le consensus actuel est qu'il s'agissait d'un herbivore quadrupède couvert de plaques plantées verticalement sur le dos et de 4 épines sur la queue. Ces caractéristiques font de lui un membre des Stegosauria, les plus proches parents des ankylosaures. Aujourd'hui, Stegosaurus appartient à la famille des Stegosauridae et fut rejoint par une dizaine de genres différents, tous distingués par le fait d'être plus proches de lui que du Huayangosaurus. 10 genres, c'est plutôt pas mal pour une famille ayant vécu si peu de temps. Or, ceci est renforcé par de nombreuses espèces, dont 3 espèces de Stegosaurus. Stegosaurus stenops, Ungulatus et Sulcatus. Ces 3-là étaient très similaires, mais avaient toutefois leurs petites différences. Le Stenops se distinguait par des pattes plus courtes et des plaques plus larges, tandis que l'Ungulatus était plus grand, avait des membres plus longs et des plaques plus pointues. Et enfin, le Sulcatus arborait des épines caudales très particulières, celles-ci anormalement grandes et avec une base plutôt large. Ceci lui donna une apparence si distincte que certains plaidèrent pour qu'il soit considéré comme un autre genre. Mais pour l'instant, il reste bien une espèce de Stegosaurus. Malgré ces quelques différences, les 3 avaient une chose en commun, leur taille. Car oui, si Stegosaurus n'était pas très grand pour un herbivore de Morrison, il restait un animal très impressionnant. Les estimations actuelles suggèrent une taille adulte entre 6,50 m et 7,50 m, ce qui en fait le plus grand stégosauridé connu. Avec une telle taille ainsi qu'une carrure assez robuste, cela impliquait évidemment un poids conséquent, pouvant atteindre 5,3 tonnes, ce qui en ferait le 2e plus gros animal terrestre s'il vivait encore aujourd'hui. Ce qui est intéressant cependant, c'est que nous savons avec certitude qu'il existait des individus exceptionnellement grands, dépassant largement ces mensurations. Et ceci grâce à un spécimen assez connu, nommé Apex. Bien qu'il soit surtout célèbre pour être le dinosaure le plus cher à ce jour, vendu pour 44 millions de $,
Apex est aussi le plus grand stégosaurus connu, mesurant environ 8 mètres de long. De plus, d'après certains restes fragmentaires, les paléontologues pensent que de temps en temps, des stégosaurus pouvant atteindre les 9 mètres auraient parcouru la Morrison. Avec une telle taille, ces colosses auraient été littéralement intouchables pour la quasi-totalité des prédateurs de la Morrison, tels le Phostérovenator et tous les Coelurosauriens. Cependant, vu la quantité démentielle de carnivores dans cette région, et le fait que certains chassaient peut-être en meute, il restait encore une bonne poignée de prédateurs potentiels, dont l'Allosaurus, le Saurophaganax et le Torvosaurus. Et c'est probablement pour cette raison que Stegosaurus acquit l'une des armes les plus brutales jamais vues chez un animal, le Tagomizer. Alors ne vous laissez pas avoir par ce mot un peu rigolo, car le Tagomizer désigne les 4 immenses pics à l'extrémité de la queue du Stegosaurus. Chacune avait une pointe exceptionnellement acérée et pouvait atteindre environ 1 mètre de long, soit plus long qu'une lame de katana. Chez la plupart des espèces, ces épines étaient disposées verticalement plutôt qu'horizontalement, les rendant pile à la bonne hauteur pour frapper le torse et l'abdomen des grands théropodes. Cependant, il fut un temps où certains paléontologues pensaient que Stegosaurus n'utilisait pas son Tagomizer pour se défendre, mais plutôt pour les parades sociales. L'idée serait que la queue était trop rigide pour permettre un quelconque mouvement latéral ou vertical. Toutefois, des études ultérieures montrèrent que les queues de Stegosaurus manquaient de tendons rigides comme celles d'autres dinosaures, suggérant qu'elles étaient très flexibles au final, avec un mouvement de balancement latéral d'environ 180 degrés. Des modèles et des tests révélèrent aussi qu'elles pouvaient être projetées à une vitesse mortelle, peut-être jusqu'à 144 km/h. À ces vitesses, chaque épine aurait frappé sa cible avec une force largement suffisante pour percer des trous nets dans des os épais tout en causant des dégâts catastrophiques aux organes et aux structures internes. Mais ce n'est pas tout, car les épines étaient longues et étroites, créant des blessures profondes et donc facilement sujettes à de vilaines infections. Donc même si un théropode survivait à une rencontre avec un Stegosaurus, il pouvait très bien mourir quelque temps plus tard, et ce dans d'atroces souffrances. Or, ceci est d'ailleurs illustré par un fossile unique, représentant sans doute le dinosaure le plus malchanceux de tous les temps. Notre pauvre bougre était un Allosaurus vieux d'environ 147 millions d'années et fut trouvé dans le Wyoming. Celui-ci portait les marques d'une blessure très particulière, une profonde perforation au niveau de l'entrejambe. La plaie fut particulièrement profonde, de forme circulaire et traversa l'os de part en part. D'après ces caractéristiques, les paléontologues conclurent que l'Allosaurus avait reçu cela de la part d'un Stegosaurus particulièrement teigneux, car aucun autre animal ne pouvait causer une telle blessure. Sans compter qu'une épine de Stegosaurus peut parfaitement s'emboîter dans la plaie. Les chercheurs observèrent aussi que ce malheureux Allosaurus survécut initialement à cette rencontre, mais développa rapidement un abcès qui le fit probablement boiter pendant quelques semaines avant de finalement succomber à cette horrible blessure. Bon, personne ne sait s'il s'agissait d'un Allosaurus mâle ou femelle, mais l'idée d'un carnivore géant se faisant littéralement empaler la est assez comique. Or, malheureusement pour tous les autres théropodes de l'époque, un tel destin n'était peut-être pas si rare que ça. Des analyses sur des spécimens de Stegosaurus révélèrent que près de 10% des dégâts sur leurs épines coïncideraient avec des collisions à grande vitesse. Dans certains cas, il semble que ces immenses épines restaient coincées dans le corps du prédateur, un peu comme les piquants d'un porc-épic. Pour finir, il existe d'autres restes de théropodes malchanceux, en dehors de ce bassin, reflétant des attaques de Stegosaurus, dont un autre spécimen d'Allosaurus, dont les vertèbres furent carrément embrochées par un Tagomizer. Dans ce cas, on ne sait pas si la victime mourut sur le coup ou un peu plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que la blessure n'a jamais complètement cicatrisé. Bref, autant dire que Stegosaurus était un sacré dur à cuire, dont l'arsenal lui permettait de tenir tête, et même de vaincre, de grands prédateurs. De plus, le Tagomizer n'était pas son seul atout, car il avait aussi une autre adaptation conçue pour stopper les assaillants potentiels, son armure gulaire. Même si vous connaissez et appréciez ce dinosaure, il y a de fortes chances que vous n'ayez jamais entendu parler de cette armure gulaire, ceci car la grande majorité des spécimens fossiles et reconstitutions en sont dépourvus. Mais quelques-uns particulièrement bien conservés montrent que de son vivant, notre ami possédait une sorte de bande d'armure sous le cou, celle-ci composée d'un matériau osseux ressemblant à des petits cailloux. Ces sortes de mini-ostéodermes étaient très nombreux, se comptant par centaines, et formaient ensemble une protection efficace autour de son plus grand point faible, son cou.
Par ailleurs, même si elles étaient fragiles et minces, les plaques sur la nuque du Stegosaurus se seraient assez bien combinées à son armure gulaire. Et ainsi, elles auraient peut-être rendu la morsure au cou particulièrement difficile pour les théropodes, les forçant à tenter d'autres angles d'attaque et les mettant ainsi à portée de sa terrifiante queue. Et en parlant de plaques, on ne peut pas évoquer cette icône du Jurassique sans parler de son trait le plus reconnaissable. En effet, les plaques sur son dos occupaient une place majeure dans la vie du Stegosaurus. Au départ, beaucoup pensaient qu'il s'agissait de structures servant à dissuader des prédateurs. Pourtant, elles étaient bien trop délicates pour offrir une défense efficace, celle-ci faite d'ostéoderme assez fin et ne faisait même pas partie du squelette. Elles poussaient directement à partir de la peau de façon verticale, atteignant parfois 60 cm de haut pour une largeur similaire. Après, leur vraie taille reste encore inconnue, car on pense que de son vivant elles étaient recouvertes de kératine, ceci tout comme beaucoup d'animaux actuels avec des fourreaux agrandissant leurs cornes. Les estimations suggèrent que ces plaques auraient été au nombre de 17 à 22 et servaient probablement à la communication tout en aidant à réguler la température corporelle de ce dinosaure. Leur couche externe semblait extrêmement vascularisée, de sorte qu'au passage du sang dans les plaques, celui-ci se refroidissait plus efficacement grâce au courant d'air. Un outil bien utile n'importe où, mais surtout dans la formation Morrison, où il pouvait faire à la fois très chaud et très sec. Mais ce n'est pas tout, car d'autres utilisations furent aussi proposées pour ces plaques, notamment l'intimidation. Certains paléontologues pensent que les vaisseaux sanguins auraient pu les gorger de sang, leur donnant une couleur rouge vif assez menaçante, y faisant réfléchir à deux fois n'importe quel prédateur avant de croquer dans ce tank armé d'un Tagomizer. Cependant, bien que Stegosaurus fût difficile à tuer, il semble qu'il avait une case en moins, on va dire. Et littéralement même, car Stegosaurus avait un cerveau à peine plus gros qu'une noix pour contrôler un corps relativement immense. Ceci lui donna l'un, si ce n'est le plus petit cerveau de tous les dinosaures. On parle d'un organe environ 57 000 fois plus petit que le reste du corps. Alors certes, le rapport cerveau-corps n'est pas parfait pour jauger l'intelligence, mais à ce niveau-là, quand même. Ainsi, un cerveau aussi minuscule aurait contribué à l'une des idées reçues les plus courantes sur lui, la présence d'un second cerveau. Après la première description du Stegosaurus, Marsh découvrit ce qu'il appela un grand canal dans la région des hanches, qui, selon lui, pouvait accueillir un organe 20 fois plus grand que le cerveau principal. Pour lui, cet organe devait être une sorte de second cerveau qu'il aurait utilisé pour contrôler la partie arrière du corps et booster ses capacités offensives. Sauf que nous avons une hypothèse bien plus probable, proposant que ce canal abritait une structure présente chez d'autres animaux, un corps glycogène. La fonction exacte de cet organe est assez mal comprise, mais les scientifiques pensent qu'il avait quelque chose à voir avec la régulation du glycogène dans son corps. Après, même si devoir compter sur un cerveau de la taille d'une noix n'est pas idéal, il faut bien admettre qu'il n'avait pas besoin de grand chose niveau matière grise. Car oui, sa vie devait être assez simple somme toute. Manger, faire des bébés, et savoir envoyer un Tagomizer à la tronche d'un assaillant en cas de besoin. Et même si l'intelligence pouvait lui faire défaut, il pouvait toujours compter sur un dernier avantage, le nombre. Comme beaucoup d'herbivores du Jurassique, Stegosaurus vivait probablement en troupeau. Enfin, c'est ce que certains fossiles semblent montrer. Des pistes fossilisées dans le Colorado montrent un groupe de 4 à 5 individus voyageant dans la même direction, tandis qu'une autre piste illustre un petit et son parent présumé marchant ensemble. Ceci aurait nettement augmenté leurs chances de survie, surtout pour les jeunes, car ces derniers n'auraient pas fait long feu dans la formation Morrison au vu du nombre de carnivores. Mais pour les grands adultes, c'était une toute autre histoire, ceux-ci pouvant sans doute gérer la majorité des menaces et peut-être passant une bonne partie de leur vie en solitaire. Ceci démontre encore une fois à quel point les Stegosaurus étaient bien adaptés pour tenir les prédateurs à distance. Une autre caractéristique assez intéressante chez Stegosaurus est sa dentition assez particulière, très différente de tout ce qu'on retrouve chez les autres ornithischiens. En effet, ses dents étaient assez peu nombreuses, environ 78, et avaient d'étranges rainures sur leur dessus, leur donnant un aspect légèrement acéré. Bon, pas d'inquiétude cependant, Stegosaurus était quand même bien un herbivore. C'est juste qu'on ne sait pas vraiment comment fonctionnaient ces étranges dents. L'hypothèse actuelle est qu'elle servait à sectionner sans effort les feuilles coriaces, aidant à les broyer à chaque bouchée, et ce malgré son incapacité à mâcher, à l'inverse de ses futurs cousins à bec de canard. Vu son habitat, les paléontologues pensent que son régime comprenait divers mousses, fougères, prêles, cycas et conifères,
ces derniers très abondants au Jurassique supérieur. D'ailleurs, en parlant de son environnement, Stégosaurus habitait une aire de répartition assez conséquente en Amérique du Nord, ce dernier présent dans au moins 5 États américains. Mais il est fort probable que son aire ait été bien plus large, avec des restes appartenant à Stegosaurus ungulatus découverts dans la formation de Lourinhã au Portugal. Cela peut sembler étrange que Stegosaurus vécût à la fois en Amérique du Nord et en Europe, mais cela fait plutôt sens quand on considère que les deux continents étaient bien plus proches à l'époque. De plus, le groupe des stégosauriens aurait même pu émerger en Europe, avant de migrer vers l'Amérique du Nord et l'Afrique, avec Kentrosaurus par exemple. Naturellement, vivre dans deux régions aussi distinctes mit Stegosaurus en contact avec toute une multitude de dinosaures différents, notamment une quantité ahurissante de sauropodes et de théropodes. Vous aviez donc l'iconique Allosaurus, Ceratosaurus, Saurophaganax, Torvosaurus, Fosterovenator, Ornitholestes, Lusovenator, Aplocanthosaurus, Marapunisaurus, Suwacea, Apatosaurus, Brontosaurus, Brachiosaurus, Diplodocus, Amphisélias, Lusotitan, Océanotitan, Barosaurus et Supersaurus. Et ce ne sont que les plus connus, car vous aviez aussi divers proto-ankylosauridés, iguanodontidae et dryosauridés. Tout ça pour dire qu'avec autant de dinosaures, l'environnement du Stegosaurus, notamment la formation Morrison, était plutôt agité, on va dire. Après bien sûr, ils n'étaient pas les seuls animaux présents, avec de nombreux actinoptérygiens, amphibiens, crurotarsiens, choristodaires, tortues, squamates, sphénodontiens, invertébrés, mammaliaformes et ptérosaures. Avec une telle diversité, vous pourriez penser que la Morrison était sûrement un havre de paix pour les animaux. Enfin, façon de parler bien sûr. Cependant, même si les ressources pouvaient être abondantes, avec de vastes plaines inondables, des savanes et des forêts le long des rivières, la formation Morrison se transformait parfois en l'endroit le plus proche de l'enfer sur Terre, connaissant de véritables super sécheresses. Des études indiquent que cet environnement connaissait deux saisons bien distinctes, très humides ou très sèches. Durant cette dernière, les ressources s'épuisaient rapidement et les points d'eau se tarissaient en quelques semaines, exerçant une pression immense sur les écosystèmes, engendrant soif, famine généralisée et un taux de cannibalisme extrêmement élevé chez les théropodes. Mais étrangement, ou pas vu à quel point il était indestructible, Stegosaurus semble avoir prospéré dans ce chaos ambiant, du moins plus que les autres. En effet, la localisation des restes de Stegosaurus correspond généralement aux parties les plus arides de la Morrison, montrant une préférence pour les zones plus sèches et où les autres dinosaures tendaient à être moins nombreux. Sa capacité à braver les caprices de Mère Nature est aussi reflétée par son existence assez longue, d'environ 10 millions d'années. Bien au-dessus de la moyenne pour un animal de la Morrison, et une raison de plus pour laquelle Stegosaurus est devenu une icône. Mais malgré tous ses atouts extraordinaires, il ne vit jamais la fin du Jurassique, disparaissant juste au début du dernier étage de celui-ci, le Tithonien. Comme d'habitude, les raisons exactes de sa disparition ne sont pas sûres à 100%, mais les paléontologues proposèrent qu'un renouvellement de la flore et de la faune entraîna de grands changements dans les écosystèmes nord-américains. Ceci affaiblit Stegosaurus, tandis que la prochaine extinction montrait déjà le bout de son nez. Ainsi périt ce qui fut sans doute le dinosaure le plus badass de tout le Jurassique. Mais comme je l'ai mentionné plus tôt, Stegosaurus est loin d'être le seul animal fascinant ayant vécu durant cette période infernale. Et la semaine prochaine, nous allons voir une autre figure emblématique de cette époque. En attendant, merci de votre attention. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à mes chaînes perso sur la zoologie, et on se dit à la prochaine aux Zoos perdus.